Je pense qu'il faut lire ces enjeux à partir de deux niveaux. Le premier niveau, il relève en fait de la lecture objective donc de la chose. Et là, on peut convoquer la nécessité de mettre sur pied de façon effective la décentralisation, étant donné que les régions font partie en fait des collectivités territoriales décentralisées. Et c'était là une pièce manquante en fait du puzzle de l'architecture institutionnelle de la décentralisation. Donc, il était important et urgent au regard d'un bon nombre de situations liées au repli centrifuge des territoires de mettre sur pied rapidement les conseils régionaux, question d'activer en fait la bonne marche des collectivités territoriales décentralisées dans leur version de région. Et je pense que là, l'idéal, donc ce qui est visé en fait par le politique ou le décideur, c'est la bonne gouvernance des territoires, le rapprochement de l'État central des populations et également la question de la gouvernementalité qui impose en fait un suivi des politiques publiques par des populations locales. Maintenant, le deuxième niveau peut être lu du point de vue purement subjectif en termes de calcul du politique. Nous avons donc la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui impose en fait qu'il y ait certains aménagements dans la configuration autant pour moi territoriale de ces deux régions. Et là, on a pensé au statut spécial. Il est donc important d'aller un peu plus vite dans le processus. Question de voir comment contenter les populations qui sont révoltées par l'hypercentralisation de l'État du Cameroun ou de la gestion de l'État du Cameroun. Il est également question de contenter un certain nombre de turiféraires politiques, parce que là, c'est une évidence, c'est un moment important pour le politique de pouvoir distribuer certaines cartes à certaines forces en attente. Vous avez aujourd'hui les chefs traditionnels qui sont réactivés. Vous avez le cas de la région du centre avec Sa Majesté Tchalandja-Mogui qui, après avoir pris une retraite du côté de l'Université Yaoundé 2, va rebondir au niveau des conseils régionaux. Donc je pense qu'il y a cette redistribution, cette occasion de redistribution en fait des postes. Mais ce qu'il faut relever dans ce processus de mise en place des régions, c'est que certains veulent considérer la chose comme si c'était une panacée, c'est-à-dire que ça pourra peut-être apporter un plus dans la gestion de l'État du Cameroun. Je pense que c'est aller vite en besogne. Lorsqu'on sait que déjà les collectivités territoriales décentralisées version commune n'ont pas démarré de manière effective, malgré tout ce qui a été fait en termes d'allocation des compétences et des ressources. On se rend compte que la dynamique n'a pas bien démarré. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que ça pourra être le cas avec les conseils régionaux? Donc, je pense qu'il faut être un peu dubitatif et surtout qu'il se pose toujours la question de la représentativité de ceux qui auront à siéger à la tête de ces exécutifs. Est-ce qu'ils auront la légitimité nécessaire lorsqu'on sait que les élections précédentes ont été abondamment contestées et boycottées? Aujourd'hui, les conseillers municipaux qui font partie du collège électoral, est-ce que ces conseillers municipaux qui auront à élire les conseillers régionaux auront donc la légitimité pour pouvoir répondre de manière effective des aspirations des populations locales? Donc je pense qu'il va toujours rester en sourdine cette question de légitimité et cela pourra entraver en fait le processus dans son esprit. Donc je pense que nous devons être un peu mesurés au niveau des attentes et ne pas rentrer dans le triomphalisme. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'expérimentation de l'échec du grand dialogue national. Un an après, on s'est rendu compte que ce qui avait été pensé comme posologie pour traiter le problème et la crise anglophone est en train de montrer en fait toutes ces défaillances. Et là, on peut interroger en fait le bien fondé de cette initiative, sa conduite et les objectifs qui avaient été fixés.
Et là, je peux dire, sans toutefois chercher à rentrer dans des polémiques, en fait, le grand dialogue, ma foi, avait été considéré comme une certaine formalité pour désintéresser une certaine communauté internationale et nationale qui mettait la pression sur Yaoundé. On peut également dire qu'en fait, il y a eu une certaine captation monopolistique de l'affaire, c'est-à-dire l'État central qui fait semblant de dialoguer, mais au fond veut toujours ancrer dans une posture unilatérale, donc une posture monopolistique de gestion de crise. Or ici, nous avons affaire à un conflit, et le conflit intègre deux parties. Si on se décide de s'asseoir autour d'une table, le minimum c'est d'avoir au moins les deux parties dans la salle. Or, ce qui s'est passé en septembre-octobre 2019 ne relevait pas en fait de ce dialogue qui doit être de mise en matière de résolution de conflits. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées rapidement et la solution guerrière qui a été imposée depuis 2016 semble montrer aussi toutes ses limites. Nous avons affaire à une guerre asymétrique et une guerre asymétrique de type local. Parce que dans le cas de Boko Haram, c'était une guerre asymétrique de type local, c'est-à-dire qui mélangeait le global, c'est-à-dire le transfrontalier Nigeria et Cameroun, et le local aussi, avec le terrorisme local. Mais là, on a affaire à une guerre asymétrique de type local. Donc, c'est purement une guerre au sein de la population et avec la population et portée également par certains segments de la population. Et dans ce type de guerre, il faut déjà chercher à délier les connivences entre les populations locales et les sécessionnistes armés. Et sur ce point, c'est très difficile parce que le fondement même, le sous-bassement de la cause qui est portée par les sécessionnistes est partagé par la majeure partie de la communauté anglophone. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans le bien fondé même du combat. Peut-être qu'il y a des dissensions au niveau de la manière d'exprimer en fait ces récriminations, mais toujours est-il que le problème est partagé. La question anglophone, le problème anglophone est simple, c'est celui de la restauration de tous les privilèges de l'ancien Southern Cameroun. C'est-à-dire les populations veulent veulent retourner dans l'ancien Southern Cameroun, pas dans sa perception formalisée, mais du point de vue institutionnel et culturel. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a une gouvernance locale qui s'impose parce qu'on estime que l'État hyper centralisé, l'État jacobin hyper centralisé ne garantit pas l'accès des populations aux ressources étatiques. Et ils estiment donc qu'il faut décentraliser totalement. Et la formule, il y a deux formules qui sont revendiquées. La première, c'est la sécession et l'autre, c'est le fédéralisme. Et toutes ces formules ont pour objectif de trouver en fait la meilleure façon de gouverner l'État en permettant aux populations de jouir de leurs ressources locales. Donc aujourd'hui, il y a une bonne partie de cette communauté anglophone qui pense qu'effectivement, il y a une marginalisation, il y a une certaine exclusion dans le partage du national cake, le partage des ressources de l'État. Et ils estiment donc qu'il faut rentrer dans la position anti, qui était celle du fédéralisme. Certains sont un peu plus extrémistes et pensent qu'il faut rentrer dans la configuration de l'État autonome. Alors, dans ce genre de configuration, je pense que la guerre ne peut pas facilement, les armes ne peuvent pas facilement délier les connivences qui sont culturelles, qui sont politiques, qui sont idéologiques, des connivences entre ceux qui portent les armes et cette population. Il faut donc négocier forcément avec ces populations. Et nous, on a toujours pensé, à un moment donné, qu'il fallait à tout prix organiser le dialogue tel que proposé par le président de la République, suivant un format à deux niveaux. Le premier niveau, INCRA anglophone, où il faut donner la possibilité à la communauté anglophone de s'asseoir et de trouver en fait les termes
de référence de sa revendication et les thèmes de référence des mandataires anglophones. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un fourre-tout, on ne maîtrise pas qui représente en fait la cause anglophone. Or, une conférence intra-anglophone pourra permettre en fait à l'État de savoir que veulent finalement des anglophones et quelles sont des personnes à même de discuter avec l'État central au sujet de la question anglophone. Et maintenant, le deuxième niveau de la discussion, c'est global. Donc, c'est-à-dire que les réponses qui ne sont pas, en fait, qui ne relèvent pas de la compétence du politique, ces réponses donc, pourront être soumises à un débat national, question de légiférer sur ces éléments très fondamentaux. Donc, je pense que la question de l'usage des armes ou alors la gestion guerrière de cette crise, ma foi, ne semble pas augurer de lendemain meilleur. Il faut à tout prix que le politique, que le président de la République revienne sur ce qui est proposé par une certaine communauté internationale et nationale, à savoir un dialogue. Et le dialogue, c'est à deux niveaux, comme je l'ai dit, et c'est également avec deux types d'acteurs. Les premiers acteurs sont ceux du problème anglophone et les deuxièmes acteurs, ce sont ceux de la crise anglophone, parce qu'il faut toujours faire le distinguo entre la crise anglophone et le problème anglophone. La crise anglophone, c'est la manifestation, c'est l'expression violente du problème anglophone. Et le problème anglophone, c'est la question de la restauration dans ces zones du nord-ouest et du sud-ouest des avantages que les populations avaient pendant l'époque fédérale, c'est-à-dire de 1961 à 1972. Donc il faut revoir en fait tous ces termes et cela se passe dans le dialogue et non avec les armes. Je me dis que nous sommes dans une phase un peu avancée de la putréfaction en fait, de la démocratie, du projet d'implémentation de la démocratie au Cameroun, en particulier et en Afrique en général. Lorsque je parle de putréfaction, c'est qu'à un moment donné, on a procédé à un certain habillage, à beaucoup de maquillage. Malheureusement, aujourd'hui, le make-up est en train de tomber et on revient en fait dans la nudité réelle en fait du système politique camerounais qui est un système autoritaire. Donc, c'est-à-dire que derrière la démocratie, l'idéal démocratique se cache un certain autoritarisme et cet autoritarisme en fait reste masqué et n'est pas perceptible par des profanes. Et aujourd'hui, avec la détermination du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le régime est obligé de se dévoiler, de montrer son vrai visage. C'est pourquoi on est dans des configurations qui manquent totalement de pudeur ou d'élégance démocratique. Le professeur Maurice Kamto est arrivé avec une certaine détermination. Et cette détermination repose en fait sur une lecture, ma foi, très méticuleuse du paysage politique depuis 1992, c'est-à-dire après les élections de 1992. Il y a eu une certaine fermeture du champ politique par l'ordre dirigeant actuel. Et on a plutôt fait prospérer une certaine opposition de convenance, c'est-à-dire cette opposition qui doit marcher suivant le rythme de l'ordre dirigeant, qui doit évoluer sous la contrainte de l'ordre dirigeant, même si c'est une contrainte symbolique, il s'agit toujours de la contrainte. On a donc mis sur pied un système de fragilisation et de domestication, pour ne pas parler d'assimilation de l'opposition. Et aujourd'hui, on a donc un acteur, un sujet du bloc oppositionnel qui arrive et qui ne veut pas rentrer dans ce jeu d'assimilation de l'opposition. Et l'assimilation vise une seule chose, crédibiliser en fait le régime de Yaoundé auprès de la communauté internationale, en faisant croire au monde entier que le Cameroun est effectivement une démocratie. Donc il y a
cette sortie de la path dependency, donc des sentiers battus de la part du professeur Maurice Kamto, qui gêne et qui pousse aujourd'hui le régime à dévoiler en fait son vrai visage. Or, je pense que la dynamique qui est lancée depuis 1990, c'est une dynamique irréversible. Donc, quel que soit le temps exploité, le Cameroun sera une démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver à cette opposition? Je l'ai toujours dit, le professeur Maurice Kamto est un colis, ma foi, très gênant pour l'ogre dirigeant de Yaoundé. Et pour facilement le mater, il faut forcément peut-être passer par une certaine implosion du MRC ou alors décapiter le leadership du MRC. Mais je pense que cela n'avantage pas vraiment ou réellement la démocratie camerounaise, ce d'autant plus que l'ogre dirigeant de Yaoundé a des capacités de venir à bout du professeur Maurice Kamto du MRC sans passer par des voies dictatoriales. L'ogre dirigeant a des moyens, a des ressources. C'est lui qui contrôle les ressources, c'est lui qui contrôle l'appareil répressif de l'État, c'est lui qui contrôle les textes. Donc, de manière un peu objective, je pense que si les uns et les autres se remettent au principe de la démocratie, ils peuvent venir à bout du professeur Maurice Kamto sans toutefois passer par des bavures. Je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer dans de grosses analyses pour avoir une idée réelle de l'impact ou des conséquences en fait, de ce qu'on a qualifié de silence présidentiel sur le rendement de notre gouvernement. Il est clair qu'aujourd'hui, on observe une certaine cacophonie qui rend compte en fait, de l'inopérationnalité de ce mode de gouvernance de l'État, à savoir les silences présidentiels. On a une cacophonie, il y a un manque réel de coordination dans l'action gouvernementale, tout simplement parce que le président de la République semble effacé. Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque le Premier ministre, le chef du gouvernement, M. Dion Ngouti, engage les procédures pour préparer un grand dialogue national, il dit que le dialogue sera inclusif, et que tous les sujets seront abordés par des différents acteurs. Quelques jours après, on a eu la réaction du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui est sorti pour dire que certains sujets sont tabous et ne pourront pas être abordés. Ça signifie tout simplement qu'à un moment donné, on est dans la confusion, pour ne pas parler de débandade au niveau du gouvernement. Et cela relève en fait d'une conséquence de ce qu'on a toujours appelé les silences présidentiels. Donc il y a réellement une certaine incidence sur la rentabilité du gouvernement. Et le président Paul Biya, aujourd'hui, au-delà des questions liées à son âge ou alors des questions liées à ses capacités physiques, il n'y a que depuis 1984, après le coup d'État manqué de 1984, il s'est mis dans une situation de réfugié, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne veut pas trop de contact avec la population et qui privilégie d'abord sa sécurité. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les apparitions du président de la République relèvent en fait d'un événement. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le président à la télé, ça relève, ma foi, d'un terrible événement et ça polémique un peu partout. Donc, et pourtant, dans une république un peu normale, le président de la République, ses apparitions ne devraient pas constituer un certain mythe, ça ne devrait pas constituer un mystère. Donc, je pense que pour revenir au fond de la question, cela est préjudiciable à l'État du Cameroun, cela est préjudiciable aux Camerounais moyens. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a, que ce soit les arrestations dans le cadre de l'opération Épervier, que ce soit les rendez-vous manqués, que ce soit les chantiers non livrés, cela a pour dénominateur commun les conséquences des silences présidentiels.
Déjà, il faut dire que du point de vue objectif, ce qui est fait par le chef de l'État n'est pas illégal. Ce n'est pas illogique. Et je pense qu'il y a des textes qui encadrent en fait cette délégation du pouvoir. Il y a le décret du 9 décembre 2011 qui dit clairement dans son article alinéa 2 que le SGPR, le secrétaire général, la présidente de la République, peut recevoir dans l'attribution, peut recevoir en fait les pouvoirs venant du président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'expérimentation ou alors la mise en œuvre de cette disposition. La seule chose qui gêne, en fait, ce sont des probables ou des éventuels abus qui peuvent être observés du côté de la présidence du secrétariat général de la présidente de la République, qui à un moment donné va se substituer au président de la République, se substituer au premier ministre chef du gouvernement. Et c'est en fait là le véritable souci, et ça conforte en fait l'idée du gré à gré, c'est-à-dire qu'il y a dans la perception d'une certaine opinion, il y a cette illusion de transmission du pouvoir à monsieur Ngongo au regard des libertés qu'il se donne avec cette disposition du décret du 9 décembre 2011. Donc, il y a ce risque-là. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la cacophonie, on se demande qui gouverne finalement dans ce pays. Est-ce que le président de la République est réellement au courant des décisions des hautes instructions, alors des très hautes instructions qui sont annoncées par ses collaborateurs, dont ses délégataires? Est-ce que le délégant est au courant de l'usage que les délégataires font de sa signature? C'est là le véritable souci. Et là, je pense que maîtrisant bien le fonctionnement de l'État du Cameroun, qui a un fonctionnement néo-patrimonial, donc n'est pas forcément adossé sur des logiques objectives, ce sont des logiques purement subjectives et personnelles. Il y a donc à craindre qu'à un moment donné, nous ne soyons effectivement dans cette configuration de passation de pouvoir gré à gré. Et le pouvoir gré à gré reste une réalité dans les démocraties précaires d'Afrique. Le Cameroun l'a expérimenté en 1982, le Gabon l'a expérimenté, le Togo l'a expérimenté. Donc il y a de fortes chances qu'au Cameroun, on se retrouve également dans cette configuration avec le départ du président de la République, dans cette configuration de gré à gré. Et le gré à gré repose généralement sur deux types de parentocratie, c'est-à-dire le pouvoir qui se transmet de père en fils. Il y a une parentocratie de type pur, c'est-à-dire que le fils légitime du président de la République prend le pouvoir. Il y a également le type impur. Là, c'est le fils spirituel qui prend le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que M. Ngongo n'est pas dans cette configuration ou nourrit ce type de prétention avec le président de la République? Donc, je pense que le débat est légitime et mérite d'ailleurs une très longue réflexion.